Salut et bienvenue sur Anakaland. On se retrouve aujourd'hui pour le top flop des séries de l'année 2023. Une année qui aura été riche en nouveautés et retours sur nos écrans. Beaucoup de bonnes choses mais aussi pas mal d'accidents de parcours. Je voulais donc faire une petite rétrospective des séries les plus intéressantes de cette année pour moi. Des séries qui m'ont marqué, m'ont surpris, m'ont embarqué dans leur univers ou simplement fait rêver dans ce millésime 2023. Je vais sûrement oublier de très bonnes séries dans ce top, mais c'est au ressenti, 100% subjectif. Cette vidéo sera évidemment pleine de spoilers, et surtout ce n'est que mon humble opinion, donc n'hésitez pas à partager votre classement et on pourra comparer. Et c'est aussi votre dernière chance de l'année pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et c'est un énorme soutien, alors merci. Voici donc mon top 5 des séries de l'année, ainsi qu'un petit florilège de flops. Enfin je dis top 5, mais ce serait plutôt un top 6, étant donné que je n'ai pas su départager ces deux dernières séries. The Last of Us et One Piece, deux séries qui se disputent la 5ème place, mais pour deux raisons bien différentes. L'une est géniale mais m'a beaucoup déçu avec le recul, et l'autre a encore des progrès à faire mais m'a très agréablement surpris. The Last of Us est bien sûr celle qui m'a à la fois satisfait sur le plan cinématographique, avec sa production design de dingue respectant à la perfection l'œuvre de base, et ajoutant de la profondeur à ses personnages. Mais c'est aussi la série qui m'a le plus déçu au fil des épisodes. Les libertés étaient parfois excellentes, comme l'épisode 3 qui je n'en démords pas est brillant, mais la plupart des autres ont eu tendance à dénaturer, de façon homéopathique, ni vue ni connue, les fondations de certains personnages. J'ai notamment peur pour Ellie dans la saison 2. Et ça manque aussi d'action et surtout d'infecté. Je le disais chaque semaine lors de mes reviews, mais c'est vrai. C'est au cœur de l'univers, mais totalement sous-exploité dans la série, ce qui retire une grande part de l'épique et de l'attention. Je n'ai par exemple jamais eu peur pour les personnages. Et quand je repense aux 600 000 € qu'a coûté le costume du colosse, j'hallucine. Il n'a servi que pour une séquence, qui est certes géniale, mais ça reste très décevant. Son casting lui aussi était plutôt à la hauteur. Pedro Pascal fait un super Joël, et même si Bella Ramsey a créé une sorte de polémique au moment de la diffusion, au final elle s'en sort très bien elle aussi. Comme je le disais, c'est plus sur l'écriture que la série pêche un peu, avec son rythme très inégal et certaines réinterprétations des personnages. Bref, une série de grande qualité mais qui m'a tout de même laissé sur ma faim. Et One Piece, le live action de Netflix, aura été la grosse surprise de l'année, une série qui avait de quoi effrayer tout bon fan d'anime, vu que les adaptations live sont quand même très souvent des katas. Mais ici, au final, c'était vraiment bien exécuté. Cette série fera donc une très bonne entrée en matière dans le monde de One Piece pour ceux qui ne sont pas trop manga. Ce premier arc d'East Blue a été adapté plutôt très fidèlement, avec juste les modifications qu'il fallait pour ne pas tomber dans le cliché cartoonesque. Une première saison qui aura donc tendance à nourrir son œuvre originale plutôt que la réduire en cendres comme beaucoup d'adaptations avant elle. Certes, on n'est pas prêt d'oublier la tête des hommes poissons, et ça inquiète un peu pour la suite, notamment Chopper ou même Brook plus tard, mais moi, ma plus grosse inquiétude reste ce côté un peu kitsch des effets spéciaux. C'est par exemple pour ça que la série n'est pas plus haute dans le top. Car j'ai très peur que plus la série aura besoin de FX pour les fruits du démon ou autre, plus elle devienne ce qu'on craignait qu'elle soit. Bref, je ne sais pas si c'est clair, au pire, allez jeter un œil à l'analyse, mais tout ça pour dire que la série vaut vraiment le coup pour cette première saison, et que j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner pour la suite. Et je sais déjà qu'ici, beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord. C'est une des raisons de pourquoi j'ai mis ces deux avis polémiques en bas du classement. The Winter King qui présente une nouvelle version de l'histoire du roi Arthur au 5e siècle, bien avant l'unification de la Bretagne. Alors qu'il est seulement le fils bâtard d'un roi, il doit passer de paria à guerrier de légende pour protéger son peuple et unir les chefs de clan pour protéger l'île des envahisseurs saxons. Une série historique de grande qualité qui n'a pas les retours qu'elle mérite je trouve. Très peu en ont parlé depuis sa sortie, et même ma critique n'a pas vraiment marché, alors qu'elle mérite vraiment le détour. La série, pas ma review. C'est donc une très bonne revisite du mythe arthurien, adapté des romans d'un excellent auteur de récits historico-fictionnels, Bernard Cornwell. Et tout comme la précédente adaptation d'un de ses livres, The Last Kingdom, cette nouvelle série a beaucoup de qualité et de potentiel. Elle tente presque de faire passer le roi Arthur pour un véritable personnage historique, grâce notamment à un univers très juste historiquement parlant. Car ici, pas de fantaisie, mais simplement des superstitions et croyances qui façonnent un royaume en plein bouleversement. Les acteurs y font un excellent travail et les décorateurs, accessoiristes et costumiers jouent un rôle très important dans le succès de cette série. Ils ont réussi à retranscrire cette période oubliée de l'histoire de façon aussi vivante que possible. Une fresque historique qui va très vite devenir épique, avec une réalisation aux petits oignons et une identité visuelle qui a vraiment su me séduire. Qui souffre malheureusement de certains impératifs de production, comme toutes les autres aujourd'hui, mais qui n'en reste pas moins digne de cette place dans le top.
Black Knight, série futuriste qui présente une dystopie d'un monde ravagé par la pollution de l'air et dans laquelle l'humanité tente de survivre grâce au travail de quelques valeureux livreurs d'oxygène. On y suit l'un d'entre eux qui tente de changer les choses à grands coups de poing. J'ai beaucoup apprécié le ton très cynique de cette série, ainsi que ses séquences d'action ultra badass aux chorégraphies impeccables. Une série Netflix venue de Corée à la réalisation de qualité, avec une production design sobre mais à la hauteur, et une photographie à l'identité unique. Et surtout, une série qui représente un peu toutes ses copines venues de Corée du Sud, car toutes leurs productions, notamment cette année, valaient vraiment le détour, autant dans le drame que l'horreur ou la science-fiction. Bref, un grand nombre de séries qui m'ont régalé cette année. Et si ça vous dit d'en savoir plus au sujet de la Corée du Sud, devenue l'avenir de la fiction, je vous renvoie vers cette vidéo, sortie plus tôt dans l'année. Sans oublier qu'aujourd'hui ce sont les seuls à nous proposer des programmes qui ne sont pas gâchés par un agenda woke, donc c'est clairement un plus. Black Knight s'est donc distingué par une cinématographie unique, avec une mise en scène de qualité, des combats palpitants et une intrigue qui a su m'emporter pendant quelques heures. Je suis très client de ce genre d'intrigue post-apo, dystopique, avec des secrets et un propos très fort sur son époque ou sa société, ce qui m'amène donc à la série suivante. Silo, une série qui se déroule dans un futur où la Terre est dévastée et l'air extérieur devenu toxique. Les survivants vivent dans un silo géant souterrain de 144 étages. Les individus doivent ainsi se plier à toute une série de règles très strictes destinées à les protéger. Une ambiance parfaite donc pour un récit plein de mystères. Un genre dystopique, là aussi, qui a su nous questionner sur le prix de la survie et de la vérité, soutenu par une production design de qualité qui rend ce monde plein de secrets extrêmement vivants sous nos yeux. Une excellente production que j'avais annoncée comme la série de l'année à sa sortie en mai. Et au final, je n'étais pas tombé très loin. Elle se retrouve finalement en deuxième position de mon classement des séries de l'année. Tout d'abord, grâce à son casting extrêmement efficace. Rebecca Ferguson est par exemple excellente, très habitée par son rôle de rebelle au grand cœur. Mais c'est surtout son scénario, très prenant, qui la rend si bonne à mes yeux. Car la série a su me tromper, m'induire en erreur, là où j'ai souvent l'impression que tout manque de surprise. Ici, les secrets se dévoilent les uns après les autres, imbriquant les pièces, une à une, révélant encore plus de questions. J'adore. Et si on y ajoute sa critique évidente du pouvoir, du totalitarisme, du devoir de mémoire et de la force de la vérité, je suis conquis. Certes, la série a encore quelques petits défauts, qui je l'espère seront réglés sans en apporter d'autres dans la suite, mais vraiment satisfait de cette série d'Apple TV+. Et en parlant d'Apple TV, j'en profite pour une petite parenthèse sur la plateforme à la pomme, que j'ai réellement découvert cette année, avec son arrivée sur Canal+, et la sortie de Silo. Et quel catalogue! Depuis, je ne me lasse pas de découvrir leurs divers programmes originaux, comme Si, que je regrette d'avoir raté à sa sortie, ou encore Invasion, Severance, ou plus récemment, Monarch, Legacy of Monsters, devant laquelle le petit gamin en moi se régale autant que le cinéphile averti. Du pur jus d'épique, de monstres et d'intrigues humaines. Bref, tout ça pour dire qu'Apple TV+, est clairement la plateforme à surveiller pour l'avenir. Et avant la série que je classe numéro 1, je passe rapidement sur une petite compilation des pires déceptions de cette année. Et la pire aura clairement été Sex Education saison 4. Série que j'adore pourtant à un point si vous saviez. Mais je l'ai vu sombrer et se ramasser avec cette nouvelle saison et ça m'a brisé le cœur. Se laissant aller à la facilité et à l'empressement pour nous offrir une conclusion à peine satisfaisante. Ensuite vient Citadel, le blockbuster en carton et écrit avec les pieds d'Amazon Studios, qui réitère la boulette après les Anneaux de pouvoir. Une série à 250 millions de dollars pour si peu. Amazon peut parfois proposer des choses de très bonne facture, mais avec de telles horreurs, je me dis qu'ils ne sont pas loin derrière Disney pour ce qui est de gaspiller du pognon. The Witcher, dont j'avais adoré la première saison avec ses multiples chronologies, et dont la suite avait des qualités comme des défauts, mais cette saison 3 fut tout de même très décevante. Et dire que c'était le final d'Henry Cavill, c'en est vraiment triste. Et du côté des zombies, c'était un peu l'hécatombe cette année aussi. Chez The Walking Dead, par exemple, après le démarrage sympa mais pas ouf de Dead City avec Negan et Maggie, c'est Fear the Walking Dead avec sa saison 8 qui s'est finalement finie de manière pitoyable. Tout ça pour ça. Les personnages sont vraiment devenus stupides et prennent toujours les mauvaises décisions. Et si seulement il n'y avait que ça. Et je ne parle même pas des séries Star Wars ou Marvel qui ne méritent même pas d'être dans ce flop tellement j'ai lâché l'affaire avec leur bouse. Je n'ai pas pu en finir une seule de l'année il me semble. J'essaye, je fais preuve de bonne volonté, mais apparemment on ne me la fait plus et ça marche plus sur moi. On arrive enfin au top du top. Blue Eye Samurai, série d'animation de Netflix dans laquelle on suit Mizu, une maîtresse de l'art du katana qui parcourt le Japon féodal de l'ère d'Edo.
Entre combats d'exception, scénario bien construit et un rendu superbe, j'ai mis cette série en haut du top car elle est tout simplement géniale. Évidemment. Mais aussi car le monde de l'animation est un univers qui m'intéresse de plus en plus et sur lequel j'ai encore énormément à apprendre. Et toutes ces possibilités, ses nuances et sa liberté me fascinent de plus en plus. Le contexte historique de la série, le Japon d'Edo, était clairement un pari assuré pour Netflix, et dans lequel je me suis laissé emporter sans appréhension. Un univers très riche et mature, avec du sang, des entrailles et tout ce qui va bien. Ainsi qu'une bonne dose de nudité gratuite, mais qui colle finalement à son contexte. Donc une série d'exceptions, clairement à destination d'un public adulte. Et son animation était une vraie merveille. J'ai vraiment adoré ce mix entre les décors peints en 2D et les personnages en 3D, avec ce rendu très brut, style cel shading. C'est vraiment une série à la qualité visuelle impressionnante, notamment pour certains tableaux, ses plans magnifiques, mais aussi pour ses scènes d'action à l'animation ultra précise et réaliste. Série impressionnante grâce à de nombreux talents français. Cette série, écrite et produite aux États-Unis, a été fabriquée en France. C'est le studio Blue Spirit qui nous a livré ce superbe spectacle et qui mérite tout notre soutien et nos encouragements pour la saison 2 qui serait déjà bien avancée pour sa production. Donc une belle année qui s'achève et encore une plus merveilleuse qui s'annonce. On remarquera que mes tops sont tous des nouvelles séries, alors que mes pires déceptions sont plutôt des suites qui n'auront pas été à la hauteur de leur début. Et pour ce qui est de l'année 2024, les pronostics sont déjà bien engagés. Niveau animation, j'ai déjà une intuition sur quel autre studio français pourrait se trouver lui aussi sur le podium en 2024. Fortiche évidemment pour Arcane saison 2 qui arrivera cet été il me semble. Même si évidemment, on sait déjà quelle série sera au top du top l'année 2024. House of the Dragon pour laquelle je trépigne d'impatience depuis le trailer. J'ai réussi à ne rien me spoiler et ça va être épique. J'attends aussi avec beaucoup d'intérêt la série Alien nous racontant enfin ce que l'arrivée d'un xénomorphe sur Terre pourrait engendrer. Mais elle n'arrivera peut-être qu'en 2025, donc pas sûr. Sans parler de la série Avatar, le dernier maître de l'air qui m'a déjà convaincu avec son casting accurate et qui je l'espère sera à la hauteur de l'animé d'origine. Et enfin je suis curieux, pour ne pas trop s'emballer non plus, pour la suite de The Walking Dead centrée sur Rick et Michonne. On va peut-être enfin avoir une conclusion et des explications sur la disparition de Rick. Voilà pour ce petit bilan de l'année. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, pensez à me donner votre top et vos flops pour 2023, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à partager la vidéo. Et sur ce, bonne fin d'année, et à très vite sur Anakaland. Bye.